le droit d'auteur, c'est un droit qui existe depuis assez longtemps aujourd'hui, hein, qui a été créé globalement à la Révolution française, et qui permet de protéger tout type d'œuvre. Bienvenue dans ce nouveau podcast, vidéocast d'Into the Minds. On a déjà parlé de droit dans un précédent épisode. Eh bien, je vous le donne en mille, on va de nouveau parler de droit avec de nouveau mon formidable invité, maître Jérôme Tassi, qu'on va appeler Jérôme et qu'on va tutoyer pour tout cet épisode. Salut Jérôme. Salut Pierre-Nicolas. Merci d'être de nouveau avec nous. Et bah, pour faire suite à l'épisode précédent dans lequel on avait parlé du copyright trolling, aujourd'hui on va parler des droits d'auteur. C'est un sujet qui va normalement intéresser pas mal de gens, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, tous ceux qui nous écoutent en podcast, mais aussi tous ceux qui ont un blog. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et comment on fait pour éviter les problèmes? Donc est-ce que tu peux peut-être d'abord nous rappeler qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur du point de vue français? Alors, le droit d'auteur, c'est un droit qui existe depuis assez longtemps aujourd'hui, hein, qui a été créé globalement à la Révolution française, et qui permet de protéger tout type d'œuvre. C'est quelque chose qui est très large, le droit d'auteur. Il y a tout un ensemble de créations qui peuvent être protégeables. Ça va des créations classiques, hein, les partitions musicales, les livres, les sculptures, à des créations plus modernes, comme les photographies, les œuvres audiovisuelles, les œuvres musicales, et également, plus récemment, par exemple, les logiciels, qui, en tant que code, sont assimilés à des œuvres littéraires et sont protégés par le droit d'auteur. Donc, il y a tout un ensemble de choses donc, qui peuvent être protégées par le droit d'auteur. Et la France, pendant très longtemps, a été très accueillante sur le droit d'auteur. Il y a un arrêt assez célèbre qui vraiment date un peu aujourd'hui, je crois que c'était dans les années 70, où un panier à salade a été protégé par le droit d'auteur. Alors, on cite toujours cet exemple du panier à salade comme un exemple un peu extrême. Aujourd'hui, ce type d'œuvre ne serait probablement pas protégé par le droit d'auteur, car les tribunaux, depuis quelques années, ont vraiment monté le seuil de l'originalité et sont très exigeants pour atteindre la condition d'originalité qui est le sésame d'entrée dans le droit d'auteur. Oui, donc en gros, si je résume, pas d'originalité, pas de droit d'auteur. Voilà, c'est ça exactement. Alors est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un comme Duchamp, par exemple, lorsqu'il a fait ses œuvres, enfin ses bidets, ses roues, etc., aurait pu être jugé original à l'époque avec toutes ces œuvres ready-made? C'est effectivement compliqué, le ready-made, ça pose beaucoup de questions en matière de droit d'auteur. En tant que tel, le bidet n'a pas d'originalité, c'est un bidet qui existait, enfin j'imagine en tout cas, qu'il avait acheté dans le commerce. Après, c'est l'utilisation de ce bidet dans un contexte particulier et en tant qu'œuvre qui, à mon avis, crée un droit d'auteur et crée une originalité. Mais on est toujours sur une tension en matière de propriété intellectuelle entre le fait que l'idée en tant que telle n'est pas protégeable. C'est-à-dire que un concept n'est jamais protégeable, c'est sa formalisation qui va être protégée. Donc sur l'exemple du ready-made, oui, le bidet est sans doute protégé, mais faire la même chose avec un robinet, une douche ou ce genre de choses ne serait sûrement pas une contrefaçon du droit d'auteur de Duchamp. Donc, maintenant parlons concrètement. Je suis un blogueur, j'ai envie d'illustrer mon blog. Où est-ce que je vais chercher des photos pour les illustrer? À quoi je dois faire attention pour éviter les problèmes? Alors, c'est une vraie difficulté, puisqu'aujourd'hui, c'est très simple de réutiliser des photos qu'on trouve sur Internet. On fait un enregistrer sous, un copier image, et on la reproduit sans avoir l'impression de devoir demander à qui que ce soit l'autorisation. Les choses sont un peu plus complexes que ça. On ne peut pas reprendre tout contenu sur Internet de manière libre, et il vaut mieux aller sur certaines banques d'images qui prévoient des images qu'on appelle libres de droit. Alors, la notion de libre de droit est un peu abusive, hein. Si on parle enfin, si on parle théoriquement, la notion de libre de droit, c'est quand une œuvre est tombée dans le domaine public, donc 70 ans après la mort de l'auteur, là, elle est dans le domaine public, elle est libre de droit. En réalité, quand on parle d'images libres de droit ici, ce sont des auteurs, des photographes, qui décident de mettre à la disposition des autres leurs photos en permettant une réutilisation commerciale. Donc les images ne sont pas libres de droit, elles peuvent être protégées par le droit d'auteur, mais le photographe décide que tout un chacun peut les réutiliser de manière commerciale ou non. D'ailleurs, il y a différents types de licences applicables. Alors, il y a des sites comme Flickr, par exemple, qui permettent d'aller chercher ces images libres de droit. J'ai lu lors de la préparation de ce podcast et après aussi la mésaventure qui m'est arrivée et qu'on a racontée dans un autre épisode,
que je pouvais quand même avoir ou faire face à certains problèmes si je réutilisais une image qui vient de Flickr et qui a été mise, alors même que l'auteur ne possédait pas les droits ou n'avait pas le droit de mettre l'image sur Flickr. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, en tout cas, il y a des cas où cela s'est présenté, où quelqu'un met une image, se présente comme le photographe d'une image, alors qu'il n'en serait pas l'auteur. Alors, c'est toujours compliqué de démêler le vrai du faux en la matière, mais oui, ça peut arriver. Ce n'est pas une garantie absolue. Néanmoins, si on allait chercher une photo sur ce type de base de données, c'est on est généralement de bonne foi. Donc, ce que je recommande quand même, c'est de faire une copie d'écran du site où on allait chercher la photo pour montrer qu'a priori, on était de bonne foi et qu'on prenait la photo en pensant qu'elle était librement réutilisable dans un but commercial. Alors tu parlais de l'auteur et de la règle des 70 ans. J'ai sur mon site une photo d'un tableau de Picasso qui est à New York. Picasso n'est pas mort depuis 70 ans. Est-ce que j'ai le droit de la laisser? Il y a plein de photos de tableaux qui sont sur Flickr, qui sont reproduites partout. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je dois l'enlever? Alors, les photographies de tableaux, de manière générale, seront assez peu protégeables, parce que ça manquera d'originalité si on a pris juste le tableau de face. Dans ton exemple, donc Picasso, effectivement, est mort il y a moins de 70 ans, donc le tableau en lui-même est toujours protégeable, probablement original, hein. On peut imaginer qu'un tableau de Picasso est original. C'est ça. Donc oui, là, ça pose une difficulté, et les héritiers de Picasso, aujourd'hui, pourraient probablement te demander de retirer cette photo. Pourtant, le web en est plein. Wikipédia a mis cette photo en avant sur son site. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que à la fin, il n'y a rien qui se passe? Le web en est plein, parce que imaginons, prenons cette hypothèse, pour les héritiers de Picasso, ce serait se battre contre des moulins, d'essayer d'empêcher toutes les réutilisations possibles de ces photos. On peut imaginer qu'ils le font lorsque la photo est utilisée dans un but commercial, par exemple pour une publicité ou vraiment pour générer de l'argent. Mais quand c'est utilisé par un particulier sur un blog ou à des fins non commerciales, on peut légitimement penser que les héritiers de Pablo Picasso ne vont pas engager des frais pour ces actions qui en réalité ne leur portent pas vraiment préjudice. Pourtant, il y a eu un cas relativement connu en France où une ministre, Fleur Pellerin pour ne pas la citer, a pris une photo au musée d'Orsay, l'a postée sur Instagram et s'est fait vertement rappeler à l'ordre par le musée d'Orsay qui lui rappelait qu'il n'y avait aucune photo qui pouvait être prise dans le musée. Est-ce que ça participe voilà, du même droit de rectification? Je ne sais pas si le terme est correct, mais en tout cas de la même volonté d'éviter que des peintres qui ne sont pas morts depuis 70 ans se retrouvent sur la toile. Oui, ça participe de ça. Alors c'est vrai qu'en plus le musée d'Orsay commercialise des cartes postales, possiblement par voie numérique, hein, ça je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Donc effectivement le fait que ce genre de photos puisse être largement diffusé pourrait leur porter préjudice. Ceci étant, alors je ne me rappelle plus exactement du cas de Fleur Pellerin, mais on peut imaginer que la photo n'était pas non plus de très bonne qualité et qu'aucun usage commercial ne serait fait de cette photo. Elle l'avait mis sur Instagram, c'est tout à fait vrai. Parlons maintenant des copies d'écran, de tout ce qui se balade sur Internet. Est-ce que si je mets une copie d'écran d'un site web sur le mien, pour illustrer par exemple un article, je dois demander l'autorisation au propriétaire du site? Alors, on suppose ici que l'article en question, ou le site en question serait protégé par le droit d'auteur, donc qui remplisse la condition d'originalité. On part de ce postulat. Donc, le droit d'auteur n'est pas un droit absolu. Il existe un certain nombre d'exceptions qui permettent de reproduire notamment des extraits d'un site internet ou d'un article. Et le code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre d'exceptions, comme notamment l'exception de courtes citations dans un but informatif, scientifique ou pédagogique. Donc très probablement dans ton cas, si tu pour un article sur Into the Minds, tu pourrais sans doute te prévaloir de cette exception. Et donc dans ce cas, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation du site, sous réserve effectivement de bien indiquer l'origine de cet extrait. Donc imaginons que effectivement je fasse un extrait ou que ce soit un but de citation. Est-ce que ce but de citation vaut également pour des images ou pour des copies d'écran par exemple de vidéos ou est-ce que c'est uniquement pour du texte? Non, non, cela vaut pour tout type de création, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et en plus, quand on parle de vidéo, par exemple sur YouTube,
Sur YouTube, on a deux régimes juridiques qui vont s'appliquer. On a à la fois le droit d'auteur, mais on a également les conditions générales d'utilisation de YouTube. Et ces conditions d'utilisation, elles permettent à tout un chacun, à partir du moment où quelqu'un a mis une vidéo, a publié une vidéo sur YouTube, de la diffuser, de la réutiliser et même de la modifier. C'est expressément prévu dans les conditions générales de YouTube. Donc prendre un extrait d'écran d'une vidéo YouTube, il n'y a absolument aucune difficulté. Est-ce que je peux faire la même chose avec un tweet ou un post Facebook sans intégrer le tweet ou le post Facebook dans mon site, mais vraiment en prenant une capture d'écran de ce que une personne a dit, une personne a posté sur un réseau social? Oui, ce sont exactement les mêmes règles. C'est-à-dire que les conditions générales d'utilisation de Twitter et de Facebook permettent à tout un chacun, à partir du moment où quelqu'un a publié un tweet ou un post, de le reproduire. On a le droit de le faire, sous réserve, encore une fois, de citer l'auteur initial. C'est vraiment une des problématiques qu'on peut avoir et à laquelle je suis régulièrement confronté aussi, c'est que, tu le disais tout à l'heure, je fais beaucoup de posts sur LinkedIn. Très souvent, des gens copie-collent mon tweet et le mettent sous leur nom. C'est ça qui pose difficulté. C'est pas tant de partager ou de reproduire mon tweet ou mon post, c'est de s'accaparer le travail de quelqu'un d'autre. C'est ça qui pose difficulté. Mais à partir du moment où on cite l'auteur initial du tweet ou du post, il n'y a généralement pas de difficulté. Oui, le cas que tu décris, c'est ce qu'on appelle le plagiat, hein. Voilà, c'est ça. Mais qui est assez fréquent. Je pense que tu as été souvent confronté à ça également. Dès qu'on est un peu actif sur les réseaux sociaux, très souvent on est confronté à ce problème. Des gens qui ont l'impression de faire un copier-coller et s'accaparer le travail de quelqu'un d'autre, c'est tout à fait légitime. Les deux derniers cas de figure que j'aimerais te soumettre, je prends une photo dans la rue d'un magasin par exemple et il y a un logo d'une enseigne qui apparaît sur la photo. Est-ce que j'ai le droit de poster la photo ou bien est-ce que le fait que le logo apparaisse sur la photo et que je l'utilise dans un post, eh bien est-ce que ça m'oblige à demander l'autorisation à la marque concernée? Alors, en la matière, il n'y a pas de réponse unique, hein. Tout dépend de l'application des règles du droit des marques. Et pour qu'il y ait contrefaçon en matière de droit des marques, il faut plusieurs conditions, et notamment un usage dans la vie des affaires, et que cet usage porte atteinte à une des fonctions de la marque, et notamment la garantie de provenance des produits et des services. Donc, dans beaucoup d'hypothèses, il ne va pas y avoir de contrefaçon de marque, puisqu'on ne sera pas dans un usage dans la vie des affaires, c'est-à-dire un acte dans un contexte commercial. Dans beaucoup de cas, notamment sur un blog ou sur les réseaux sociaux, on ne sera pas dans ce cadre-là. C'est sûr que si on utilise une photo dans un cadre publicitaire ou sur une plaquette commerciale en reprenant le logo ou l'enseigne d'une marque connue, là, ça peut poser difficulté. Mais dans la plupart des cas, cela ne posera pas de difficulté puisqu'il n'y aura pas réellement de confusion entre les produits et services qui sont couverts par la marque initiale et ceux qui pourraient être offerts par l'utilisation de la photo. En général, quand on est dans un cadre informatif, il n'y a pas de contrefaçon de marque. Ok, ça vaut aussi donc pour les vidéos, j'ai pas besoin de flouter toutes les marques, de les inverser comme on voit parfois à la télévision. Non, alors, si on veut prendre toutes les précautions, bien sûr qu'on peut faire ça, mais voilà, il faut être aussi pragmatique. Et il y a eu plusieurs cas, c'est assez fréquent d'ailleurs en jurisprudence qu'il y ait des cas de ce type-là, où la jurisprudence a écarté tout type de contrefaçon. Il y a un exemple qui est assez récent, enfin, qui date d'il y a quelques années, mais qui est assez amusant. Dans le film Camping 2, un des personnages portait un t-shirt Dolce et Gabbana, et ce personnage, je ne me rappelle plus quel c'était, mais enfin, il était peu sympathique, on va dire. En tout cas, il ne collait pas à l'image de la marque. Et Dolce Gabbana a attaqué les producteurs du film Coming 2 en contrefaçon de marque. Et la contrefaçon de marque a été écartée en disant que cet usage était étranger à la vie des affaires. Donc on voit ici qu'il y a un certain pragmatisme. Certes, la marque était reproduite, la marque était visible dans le film, mais il n'y a pas de contrefaçon de marque ici, puisqu'il n'y a pas d'usage pour des produits et des services. Eh ben, nous voilà tous beaucoup plus intelligents grâce à toi, Jérôme. Merci beaucoup pour ton intervention. Et je rappelle que tu es très présent sur LinkedIn. Il n'y a pas beaucoup d'avocats d'ailleurs qui sont aussi présents que toi sur LinkedIn, donc c'est bien de le rappeler. Et donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à te suivre sur le réseau social préféré du B2B. Merci, Jérôme. Merci Pierre-Nicolas.